Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce webinaire organisé avec notre partenaire Option Finance, que je remercie d'ailleurs pour le renouvellement de sa confiance. Aujourd'hui, nous vous proposons une thématique sur la fraude, comment détecter préventivement les risques de fraude, et nous ferons un focus plus particulièrement sur la fraude à la coquille vide. Pour en parler, je suis accompagné par Édouard Elie, qui est chef de marché Risk Management chez Elisphère, ainsi que par Dinojean Cartigésu, qui est data scientist au département innovation chez Elisphère, parce que, évidemment, pour répondre à ces problématiques de fraude, il faut souvent innover, réfléchir en tous les cas à des solutions nouvelles et innovantes. Nous commençons, avant de commencer avec Édouard Elie, je rappelle deux, trois points. Premièrement, nous abordons donc le sujet et en dernière partie, pendant un quart d'heure, le jeu des questions-réponses. Vous pouvez d'ailleurs tout au long des interventions poser vos questions sur le chat et nous y répondrons bien sûr à partir de midi. Et puis par ailleurs, au cours de ce webinaire, nous vous poserons deux questions. Vous avez la possibilité donc d'y répondre. Un pop-up s'ouvrira avec la question auquel on vous invite à répondre sur bien sûr la fraude. Donc, nous commençons tout de suite avec Édouard sur la mise en perspective du sujet. La fraude aujourd'hui, c'est quoi? On parle de quoi? Ok. Donc, on va commencer par une rapide mise en perspective sur la fraude. Donc, effectivement, la fraude, ça a longtemps été un sujet secondaire pour le credit manager, qui s'occupait avant tout de l'appréciation du risque, mais du risque financier. Mais avec le développement des outils numériques, ben, la fraude est devenue un sujet de préoccupation de premier plan pour le credit manager. Donc, juste pour un petit rappel, hein, pour savoir comment c'était avant ou avant le numérique. Donc, le circuit des documents était très différent. Moi, il y a 20 ans, quand j'étais analyste crédit, je me rendais en entreprise, je rencontrais le dirigeant. En général, c'est à ce moment-là qu'il me remettait des documents, ses alias fiscales, ses comptes. On avait même éventuellement le temps de regarder les documents ensemble. Donc, dans la même logique, un commercial, lui, quand il voulait prendre sa commande, il allait en entreprise, il récupérait des documents, un RIB, etc. Ou aussi, dans l'autre sens, un acheteur venait directement dans l'agence pour faire sa commande et aussi il remettait des documents pour permettre la livraison. Donc, dans tous les cas, on avait vu physiquement l'interlocuteur, on avait vu l'endroit où était l'entreprise, ce qui limitait quand même pas mal les risques de se tromper sur l'adresse, sur la réalité de l'interlocuteur. Et puis aussi, bah, quand la personne vous transmettait des documents, c'était assez difficile de donner des mauvais documents puisque la personne était en face de vous et vous risquiez d'avoir tout de suite la question des questions sur ces documents. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'arrivée de tous les outils numériques, les circuits ont changé. Donc, avec plusieurs avantages, hein. Il y avait un avantage de rapidité. Donc, d'abord, l'email, il a permis d'accélérer beaucoup les échanges. Et puis aussi, bah, après, tout s'est mis en ligne avec les commandes de matériel, les commandes de dossiers aussi, notamment les dossiers de crédit en ligne. Et donc plus de rapidité, c'était plus économique aussi, on évitait les déplacements, donc moins d'argent dépensé pour l'entreprise. Et puis, à l'époque, c'était aussi plus écologique puisqu'on limitait l'empreinte carbone en évitant les déplacements. Même si aujourd'hui, la consommation du numérique n'est pas neutre, et on pourrait enlever le côté presque écologique. Mais le problème de tous ces circuits de documents numérisés, c'est que ça a permis de développer énormément les fraudes. Donc, bon, on se souvient, pour les plus anciens, on se souvient des médiatisations des grands cas de fraude, notamment des fraudes, des premières usurpations de présidents, avec les arnaques au président. Donc, ça, c'était, on voyait ça dans la presse, mais aujourd'hui, depuis, les montants des fraudes ont augmenté considérablement. Donc, on voit aujourd'hui des études qui ont été faites en 2020, on parlait de 42 milliards dans le monde de fraude. Et on est sur des estimations, donc les chiffres en fait aujourd'hui sont bien plus importants. Et puis souvent les montants perdus sont souvent considérables. Là, on parle souvent des acteurs qui ont perdu plus d'un million de dollars sur des opérations. Euh, donc aujourd'hui, il y a plusieurs types de fraudes. Il y en a toujours, il y en a deux qui reviennent toujours dans le top 3. Donc c'est la fraude côté fournisseur avec l'usurpation à l'IBAN.
pour lequel d'ailleurs Elisser propose déjà une solution avec la vérification du ban. Et une deuxième fraude qu'on voit assez régulièrement dans le top 3, c'est ce qu'on appelle la fraude à la coquille vide, qui se fait plutôt côté client. Donc, voilà. Donc voilà. maintenant, Dino-Jean, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une fraude avec une coquille vide? Qu'est-ce qu'une coquille vide d'ailleurs? Alors, avant même de parler de la fraude à la coquille vide, en fait, le fraudeur a plusieurs manières de frauder. Il pourrait déjà tout simplement frauder en tant que personne, en fait, en trichant sur ses documents. Il peut prendre l'identité de quelqu'un d'autre et frauder comme ça, parce qu'on a plusieurs façons d'identité. Il peut aussi s'attaquer aux aides sociales de l'État. Tous ces types de fraudes-là, donc si on les a mises en gris, c'est parce qu'en fait, on ne les couvrira pas avec le score qu'on va vous présenter juste après. Ce qu'on va vraiment essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est la fraude à la coquille vide, où le scénario très classique, c'est le fraudeur va créer ou souvent racheter une entreprise, parfois pour un euro symbolique. Il va changer de dirigeant, il va changer d'adresse. Il va mettre l'entreprise souvent dans un cabinet de domiciliation, donc c'est les fameuses boîtes aux lettres. Il va publier plusieurs bilans en peu de temps, parfois 4-5 bilans le même jour, souvent des beaux bilans. Il va faire sa demande de prêt, alors soit de prêt, soit de marchandises, d'achat, de location, tout dépend du secteur d'activité. Et ensuite, il va disparaître avec la marchandise ou l'argent. Et c'est vraiment ça qu'on va détecter. On peut d'ailleurs peut-être dès à présent poser la première question. Oui. Qui va s'afficher en pop-up. Donc, avez-vous déjà été victime d'une tentative de fraude, notamment à la coquille vide? On vous laisse répondre à cette question. Non. Continue. On a des résultats ou... On a déjà 15 réponses. Majoritairement non. Et tant mieux, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que le risque n'est pas là. Donc, très majoritairement aujourd'hui, non. Plus de 80% des participants n'ont pas été victimes d'une fraude, et notamment d'une fraude à la coquille vide. Pour autant, disent nos gens, effectivement, faut peut-être envisager ce risque et le prévenir. C'est sûr. Oui. Donc, effectivement, donc maintenant, on constate effectivement que peu de personnes d'entre vous ont été touchées, tant mieux. Donc, on va s'intéresser à la manière de contrer ce type de fraude. Donc, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a souvent une forte asymétrie entre les moyens développés par des professionnels des fraudeurs, ou en gros les méchants qui vont s'attaquer à des entreprises ou à leur proie, à entreprises qui souvent ne voient pas anticipe moins que la personne qui veut l'attaquer. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que surtout sur les entreprises qui ont des gros flux, notamment les marketplaces, les sociétés de financement, le leasing, les sociétés d'intérim, la recherche se fait de la coquille vide, elle se fait encore de façon assez manuelle, et que souvent l'entreprise, elle n'a pas forcément les capacités humaines ni le temps pour bien étudier tous les dossiers. Donc, il y a un besoin de solutions pour accompagner le traitement de tous ces dossiers. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec un début d'automatisation du traitement de, de la lutte contre la fraude. Alors d'ailleurs, deuxième question va s'afficher en pop-up. Alors que vous étiez victime ou pas d'une fraude par le passé, est-ce que vous disposez néanmoins d'un process ou d'un outil en interne vous permettant de détecter justement un risque de fraude? Donc c'est la deuxième question qui va s'afficher, pour laquelle on vous invite à répondre. Et nous enchaînerons avec Dino Jean, justement sur le cœur de la proposition d'Elisfer, concernant ce qu'on a appelé le score de vigilance pour identifier justement les fraudes, les tentatives de fraude à la coquille vide. Pour l'instant, on va laisser les personnes répondre tranquillement. Ah, donc, alors
majorité, 60% donc, ont déjà un outil ou un process en interne pour prévenir le risque de fraude, mais 40%, néanmoins, bien sûr, n'en ont pas. Ça s'équilibre, on est quasi à 50% maintenant, donc c'est assez intéressant. Donc, ça veut bien dire que, outil ou pas en interne dans les entreprises, le risque a bien été pris en compte et identifié en tout cas. Et pour moi, tant mieux, tant mieux. Alors, je, je vous parlais de comment on construit un score de vigilance, alors un score de fraude. D'un point de vue statistique, nous, on va parler de score d'anomalie, d'atypisme, et c'est vraiment l'anomalie, l'atypisme qu'on va venir mapper à une possibilité de fraude. Euh, L'idée de base en statistique, c'est de dire que tous les individus de la population se comportent de la même manière, et on va avoir quelques cas déviants qui vont se comporter de manière atypique, anormale. Là, dans notre exemple, ça serait les entreprises. On part du principe que toutes les entreprises se comportent de la même manière, selon certains indicateurs que je vais vous présenter juste après. Et certaines entreprises vont faire des actions un peu différentes qui sortent du lot, qui vont les faire ressortir. Là, par exemple, je vous ai mis un petit exemple en bas. Alors, ça, c'est vraiment un titre indicatif. Vous avez deux indicateurs, un feature 1 et feature 2, peu importe à quoi ça correspond. Et vous allez avoir l'ensemble des points qui vont se retrouver au même endroit, en pâté. Donc là, grosso modo, on se dit que la, la majorité des entreprises ont une valeur entre -2 et 2 selon l'indicateur 1, pareil selon l'indicateur 2. Et puis vous avez les deux anomalies qui ont une valeur à 4, 6 sur les deux indicateurs, qui eux sortent du lot. Et c'est eux qu'on va faire ressortir et qu'on va ensuite analyser pour voir si c'est de la fraude ou pas. Alors bien sûr, la vraie question, c'est il faut les indicateurs les plus pertinents possibles. Si je donne un exemple d'indicateur non pertinent, ça serait par exemple le chiffre d'affaires. Si je prenais le chiffre d'affaires de manière brute, alors je ne sais pas c'est quoi le chiffre d'affaires moyen en France, mais vous avez souvent des entreprises, notamment les grosses entreprises du CAC 40 par exemple, qui vont avoir un chiffre d'affaires très très élevé, qui vont sortir en anomalie. Pourtant, ce n'est pas des coquilles vides, c'est loin d'être des coquilles vides. Donc là, ça va être une anomalie statistique, mais ce n'est pas l'anomalie qu'on souhaite, en tout cas orientée fraude. Du coup, là, le problème, c'est l'indicateur en lui-même, c'est la feature. Du coup, la vraie question, c'est quelles sont les features qui, justement, sont orientées fraude et qui sont pertinentes. Les exemples d'indicateurs. Exactement. Et du coup, ça tombe bien, ça nous permet d'enchaîner. Alors, je ne vais pas vous donner la liste de tous les indicateurs qu'on utilise, il y en a beaucoup. Je vais vous donner les grands thèmes, puis les exemples à l'intérieur. Par exemple, des indicateurs plus orientés profil, comme le capital social ou l'effectif. On sait que les coquilles vides, souvent, c'est des petites structures. C'est très difficile de récupérer une entreprise de 500 salariés ou plus pour la vider, pour frauder avec. Le secteur d'activité. Malheureusement, certains secteurs d'activité, comme le BTP ou d'autres, sont plus propices à ce genre de fraude aujourd'hui. On va aussi regarder tout ce qui est un peu plus géographique, donc notamment les entreprises qui sont domiciliées via des entreprises de domiciliation, donc les fameuses boîtes aux lettres dont je vous parlais avant. Parfois des adresses qui n'existent pas. On vérifie dans la BAN, donc la BAN c'est la base d'adresse nationale de l'État, si une adresse existe vraiment. Alors ça m'arrive parfois, certains clients me disent mais nous on regarde sur Google Maps. Alors il faut faire attention, Google Maps fait ce qu'on appelle de l'extrapolation. Donc supposons que Google connaisse le 10 rue Victor Hugo et le 15 rue Victor Hugo, puis que vous lui demandez le 13. En fait Google va se dire bah, je connais le 10, je connais le 15, le 13 doit être vers là et va vous mettre le point. La seule manière de vérifier si l'adresse existe vraiment, c'est soit vous prenez la voiture et vous allez sur place, soit vous arrivez à vous balader dans la rue via Google Street View, quand c'est possible, et puis vous vous rendez compte que l'adresse n'existe pas. Il y a aussi les entreprises en zone QPV, donc c'est des zones assez sensibles, des quartiers sensibles, où il y a beaucoup moins de contrôle et beaucoup plus d'aide, plus propice à la fraude. On va aussi regarder tout ce qui est événements légaux. Une entreprise qui publie plusieurs bilans en peu de temps, qui a changé beaucoup de fois de dirigeant ou d'adresse récemment, ou qui s'est réactivé très récemment, c'est des choses qu'on va aussi monitorer. On va aussi avoir des indicateurs un peu plus orientés bilan, notamment des bilans avec des postes trop ronds ou beaucoup de postes ronds, c'est pas censé arriver. Une absence de réserve légale, par exemple, un non-respect, ou des marges hors normes comparées aux concurrents du même secteur.
Bien sûr, il y a plein d'autres indicateurs, par exemple orientés dirigeants, ou regarder si un dirigeant est décédé ou s'il est en interdiction de virer. Voilà. C'est tous ces indicateurs-là qu'on va regarder. Et bien sûr, plus il y a d'indicateurs qui s'activent, bah, plus ça sent mauvais, en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est ça que le modèle va détecter. Alors, une répartition du score de vigilance sur un portefeuille donné. Donc, c'est le slide suivant. Plus vite. Donc, une fois que vous avez tous ces indicateurs-là et que votre modèle, donc dit d'intelligence artificielle, de machine learning, deep learning, peu importe, a appris, on le fait appliquer sur un portefeuille. Donc, un portefeuille là, client, mais c'est juste une liste de sirènes, en fait, tout simplement. Et on a cette distribution, donc c'est cette répartition du score. Là, c'est un exemple, en fait, qu'on a eu. Donc, vous voyez que 90% des entreprises ont un risque euh, faible, en fait, et tant mieux, voire 96. Ouais. Et ensuite, vous allez avoir les entreprises qui font un risque fort et très fort. Attention, c'est pas parce qu'une entreprise est en risque très fort que c'est forcément de la fraude. C'est juste que beaucoup d'indicateurs sont activés et on se dit, attention, il faut être vigilant, d'où le nom, score de vigilance, et qu'il faut juste aller jeter un coup d'œil, pardon. Souvent, quand on a cette répartition, la question c'est comment on va utiliser le score. Nous, ce qu'on préconise, et souvent c'est comme ça que c'est fait un peu partout, en fait, il faut déterminer un seuil. Ce seuil va dépendre à la fois de la taille du portefeuille et des effectifs du client. Je donne un exemple. Supposons que vous avez une armée de personnes qui sont derrière vous, et puis vous avez vraiment la capacité, les effectifs pour regarder à la main beaucoup, beaucoup de dossiers. Dans ce cas-là, je vais vous préconiser de mettre le seuil à 50. Dès que le score de fraude dépasse 50, sachant que 100 c'est mauvais et 0 c'est bien, dès qu'on dépasse 50, vous mettez le dossier dans la main d'un collaborateur chez vous. Si vous me dites que vous avez personne chez vous, vous avez qu'un collaborateur, puis en plus il n'a pas le temps, je vais vous dire, bon, bah, mettez le seuil à plutôt 90-95, parce que voilà, ça fera moins de dossiers à regarder et ça sera les dossiers les plus prioritaires. Donc ça, c'est la façon d'utiliser un score de vigilance une fois qu'on l'a. Voilà. Maintenant, on va voir des exemples avec toi, Edouard. Donc, un premier exemple remonté par le score de vigilance. Donc voilà, bon, donc un exemple très concret, hein, donc effectivement une société qui a été remontée par notre score et qui a disparu peu de temps après. Bon, si on regarde un peu l'historique, déjà en termes de localisation, la société elle avait été créée d'abord, on est dans une société de fruits et légumes. Et, elle a été d'abord créée dans un village d'entreprise en région parisienne. Quelques années plus tard, la société s'est déplacée dans Paris intramuros. En fait, on peut regarder l'adresse, c'était un cabinet de domiciliation. Et puis quelques mois plus tard, la même société s'est déplacée de nouveau dans un petit village en Normandie. Déjà première source d'anomalie. On peut croiser aussi avec l'adresse. On peut regarder la dernière adresse où ont été faites les commandes. Et en fait, on s'aperçoit que on est dans un petit village. On est dans une impasse avec une adresse en zéro. Donc voilà, on peut regarder effectivement sur Google Maps, vous voyez une image. Et en fait, là, vous n'êtes même pas à l'image du zéro, hein, vous êtes juste à côté. Donc, on ne peut pas vraiment identifier la société. Donc, un certain nombre aussi d'incohérences hein, quand on regardait au niveau financier. Donc, c'est cette société qui, à peu près, qui déclarait 1 million de chiffre d'affaires, quand on regardait la marge, on était à plus de 10% de marge. Donc, pour des fruits et légumes, ça, en croisant un petit peu, on pouvait s'imaginer qu'elle vendait ses pommes 10 euros à un endroit où le classique serait plutôt d'1 euro. Un certain nombre d'autres éléments financiers aussi, on s'aperçoit qu'elle respectait pas l'obligation de réserve légale. Il y a aussi des incohérences financières. Il y avait un tout petit capital social, hein, seulement 2000 euros. Et quand on regardait sur les bilans, dès la première année, on se rappelle comme dans les fruits et légumes, elle avait tout de suite 150 000 euros de trésorerie et même 200 000 l'année d'après. Voilà, donc un certain nombre d'incohérences qui ont été remontées par notre score. Oui, c'est le dernier point qu'on aurait pu noter aussi, c'est que la société a changé de dirigeant et on s'aperçoit qu'il y a une incohérence. Le dirigeant continue à habiter à Paris alors que l'activité était censée être en Normandie. Un autre exemple. Donc là, on est dans une autre activité, on est dans une activité librairie. Là aussi, bon, beaucoup d'incohérences au niveau financier. Et là, la principale incohérence, c'était que le dirigeant qui était décédé en septembre 2010, donc ça n'a pas été déclaré dans les documents, c'est lui qui continuait à emprunter. Donc, on était plus de 10 ans plus tard. Donc, voilà, le score nous avait remonté ces éléments-là. Et puis un troisième exemple avec quoi d'innocent. C'est ça. Alors, donc là, c'est un autre exemple, mais c'est plus orienté événements légaux.
Là, ce qui a fait ressortir l'entreprise, en fait, c'est que en peu de temps, il y a eu beaucoup d'événements légaux. L'entreprise a changé de dirigeant, a déménagé pour se mettre en plus dans un cabinet de domiciliation euh, et a publié plusieurs bilans, 4 bilans le même jour, chose qui n'est pas censée arriver. Donc tout ça, on fait remonter l'entreprise en fait dans le score, sachant qu'en plus, oui, tout le capital social n'avait pas été libéré, seulement une seule partie. Donc voilà, donc c'est ce qui nous a fait pencher sur le dossier et ensuite, ben, via enquête, on s'est rendu compte que c'était bien de la fraude et le client nous l'a confirmé. Donc ça, c'est des exemples qu'on peut, voilà. Merci. Donc, pardon, oui, petite conclusion. Donc, tout l'intérêt d'un score de vigilance, ben, c'est de vous éviter d'avoir des pertes sèches liées à la fraude. Et puis, c'est aussi surtout de faire gagner en productivité en automatisant une partie du tri, en permettant de se concentrer essentiellement sur les sirènes les plus sensibles, ceux où il faudra vraiment se poser la question de est-ce qu'il y a un risque de fraude ou pas, et est-ce que j'évite de travailler avec cette société. Bien, merci. Voici pour la partie présentation. Je propose d'aborder directement maintenant les questions-réponses. Il y en a beaucoup sur le partage. J'arrête le partage de la présentation. Ah, peut-être. Est-ce que nous fonctionne? Alors, première question, peut-être sur ce qui permet aujourd'hui finalement à Elisphère de répondre à ce besoin, sur quel référentiel de données en fait c'est possible. Alors, on va se baser sur un maximum de données possibles en entrée. Donc, ça peut être à la fois les données bilan, compte de résultats, qui est vraiment l'essence même des données de l'Elisphère depuis très longtemps. On va aussi aller chercher les données en externe, que ce soit des données de type open data, notamment par exemple avec la BAN, avec ce genre d'éléments. On va vraiment prendre ouais, tous les référentiels possibles en entrée, en données un petit outil technique. Non, c'est ça. Autre question, quelle différence entre votre service et un assureur crédit? Alors, tu peux. Oui, voilà. On n'a pas, nous, en tant qu'entreprise d'information de solvabilité, nous n'ouvrons pas le risque. On conseille, une position, des différences de prix aussi. Donc, notre logique ici est de vraiment de vous aider à exclure la fraude. Il n'y a pas de couverture derrière. Autre question, quand devient-il nécessaire d'avoir un analyste dans une société? Alors, pour toi, Dina. alors je veux dire, c'est une question assez. Ça dépend vraiment des cas. Ça dépend du flux que vous avez. Alors, moi, je dirais même dès le début, si c'est possible. Comme ça, moi, vous êtes accompagné. Après, c'est plus le flux en entrée. À partir du moment où vous avez pas mal de dossiers, euh, je pense qu'il faut en avoir un. Et même avant, en fait, non, pour moi, dès le début, il faudra en avoir un. Je ne vois pas comment faire sans, en fait. Après, c'est un peu le rôle du credit manager. Hein. Voilà, ouais. En fait, la question, c'est à partir du moment où le crédit manager n'a plus le temps de tout regarder ou qu'il est dépassé, il a besoin d'une main en plus. Enfin, c'est plus. Pour moi, la réponse, elle est plus orientée RH collaborateur plus que théorie pure. Parce que typiquement, par exemple, avec le score de vigilance, il détecte un risque de fraude à la coquille vide. Et en deuxième étape, le credit manager, par exemple, doit prendre la main et vérifier et constater s'il y a véritablement fraude ou pas. Exactement. Le score de vigilance va permettre d'accélérer l'analyse. Quand le crédit manager va arriver, il aura peut-être 100 dossiers devant lui. Le score de vigilance va lui dire bah, regarde en priorité ces 5 dossiers-là parce que c'est eux qui sont dans le score, qui ont les scores les plus élevés. Maintenant, quand ces 5 dossiers, le crédit manager peut peut-être les regarder, il a le temps, etc. Par contre, les plus élevés, c'est pas 5, mais je n'importe quoi, c'est 3000. Bon, bah là, peut-être qu'il a besoin d'être épaulé, le crédit manager. C'est plus là qu'on va avoir besoin d'un financier. Autre question, cette solution est, dans un premier temps, pour les entreprises françaises, ou est-ce qu'elle est dès à présent disponible aussi pour l'international, ou elle le sera un jour? Alors, pour l'instant, c'est pour les entreprises françaises. On pourrait l'ouvrir
à l'international. Par contre, le score aujourd'hui se concentre vraiment sur l'analyse des entreprises françaises. Donc, on peut proposer ce score à une entreprise étrangère, mais qui veut analyser les entreprises en France. Par contre, si on veut, si on veut appliquer ce score sur des entreprises étrangères, là, ça ne sera pas possible. En tout cas, aujourd'hui, ça l'est pas. C'est pas plus bon. Autre question, à partir de quelle taille de portefeuille, si tant est que la notion de taille de portefeuille soit importante, est-il important, voire incontournable, d'avoir un tel outil? Alors une taille, alors donner une taille ouvertement, c'est un peu compliqué. Par contre, on a des clients qui, au début, regardent tous les dossiers manuellement, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, ils peuvent se permettre de tout regarder manuellement. Et ensuite, ils passent souvent sur une phase où ils ont une marketplace, par exemple, où ils automatisent. Voilà. Et dès qu'on rentre dans de l'automatisation, bah, il faut un scan. Et du coup, l'humain, on n'est plus là pour regarder manuellement. Euh, et souvent, alors après, ça dépend de la taille du client, mais dès qu'il y a un besoin d'automatisation, le score va devenir primordial. Il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas moyen de faire autrement. Autre question, on parle de score de vigilance pour une prévention auprès du portefeuille client, mais aussi des fournisseurs, de l'ensemble des tiers, et ce, dès l'entrée en relation. Bien sûr, en fait, on parle de nos clients par le langage, mais en fait, c'est une liste de sirènes en entrée. Le sirène peut correspondre à un fournisseur, à un client, ou peut-être même à un partenaire par rapport à d'autres éléments. C'est dès que vous avez un doute, vous le faites passer dedans. Une autre question, votre score prend-il en considération les liens financiers entre sociétés? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on met en place. L'idée, c'est d'avoir un arbre, en fait, avec, si par exemple, souvent les fraudeurs, quand ils fraudent, donc il y a les fameuses choses qu'on a développées, qu'on vous a présentées juste avant, mais ils usurpent aussi de l'identité. C'est rare qu'un fraudeur fraude avec sa propre identité. Donc souvent, c'est l'identité d'une personne qui a été volée, parfois une personne âgée, parfois une personne qui n'existe pas, bref. Et ces personnes-là, on va les taguer. Et parfois, donc, on trouve une entreprise qui vide, on aura un dirigeant, et ce dirigeant, on va le retrouver dans d'autres entreprises. Et ça, on va le détecter via alors, soit il est en poste de dirigeant, soit cette personne a des actions dans d'autres entreprises, donc elle est bénéficiaire notamment. Et là, donc ça, on va l'utiliser notamment pour propager la détection de fraude, pour voir s'il n'y a pas d'autres entreprises concernées par, par le même fraudeur, ou en tout cas par la même entité de fraude. Souvent, c'est des organisations derrière qui sont bien rodées. Question peut-être pour toi, Édouard, sur en quoi justement la digitalisation dans les entreprises a-t-elle renforcé le risque de fraude aujourd'hui? Quel qu'il soit d'ailleurs, plus particulièrement le risque à la coquille vide, mais le risque à l'IBAN aussi. En automatisant et en éloignant la personne physique de des différentes parties, on a moins de moyens de vérifier, donc il faut trouver d'autres moyens de vérifier, et c'est tout l'enjeu de nos solutions aujourd'hui, que ce soit la fraude à l'IBAN, un score de vigilance. Autre question, pour l'un ou pour l'autre, de quelle manière cet outil est-il implémenté dans les entreprises? Est-ce que ça se fait facilement? Est-ce qu'il y a un accompagnement d'Elisphère pour implémenter l'outil? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors ça peut être souvent, ça peut être facilement d'accès via un appel web service, donc un API. Du coup, on peut assez facilement l'intégrer dans les outils de nos clients, en fait, tout simplement, pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc ça, oui, oui. Et puis ensuite, il y a un accompagnement, bien sûr, tout à fait. Voilà, nous arrivons au bout des questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres qui viennent d'arriver. Étant donné que la fraude se professionnalise au fil du temps et que les comportements de fraudeurs se rapprochent de plus en plus des comportements dits normaux, l'algorithme de détection d'anomalies, isolation Forest dans votre cas, je pense, est-il durable dans le temps? Conseillez-vous de combiner les outils pour détecter la fraude? Alors ça, c'est cette question doit être posée sûrement par un data scientist, qui connaît le... Alors, c'est pas... Alors, il y a un isolation forest, mais il n'y a pas que ça. Par contre, pour la question, en fait, tout va... Alors, c'est une très bonne question. Euh, le vrai problème, en fait, en détection d'anomalies, c'est lorsque l'individu normal, donc là, ces différents indicateurs, ressemble goutte pour goutte à un fraudeur. Dans ce cas-là, en tant qu'humain, c'est même impossible de faire la différence. Il y a une chose sur laquelle où le fraudeur est obligé de se différencier, c'est
tous ces événements de changement de dirigeant, de publier des bilans et tout, il est obligé de le faire très, très rapidement. C'est pas quelque chose qui peut étaler sur 3, 4, 5 ans parce que la fraude, c'est quelque chose de très, très rapide, notamment la fraude à la copie. Maintenant, si un jour, comme la personne pose la question, je ne vois pas son nom, si le comportement est complètement normal, là, il faudra aller chercher de nouvelles données qui feront la différence entre les deux. Mais ça, que ce soit un score ou même manuellement. Là, si manuellement, je vais voir un analyste ou un credit manager, peu importe, je lui donne 2 cas où les deux entreprises ont fait exactement la même chose sur tous les plans, comment lui, en tant qu'humain, fera la différence? Il va devoir regarder des signaux, des éléments qui permettent de faire la différence entre les deux. Mais ensuite, c'est ces éléments-là qu'il faudra bien sûr intégrer dans le score. Alors, deux questions d'ailleurs qui sont assez proches. Comment faites-vous la différence entre une entreprise qui est en sommeil et une coquille vide? Et l'autre question, n'a-t-il pas beaucoup justement de faux positifs avec des cas, par exemple, comme une entreprise qui serait en sommeil? Alors, les entreprises, quand elles sont en sommeil, donc il y a 2 types de sommeil. En fait, il y a le sommeil légal, donc avant une réactivation légale. Dans ces cas-là, nous, c'est-à-dire qu'il y a un événement légal qui la mettait en sommeil. Et nous, quand un client nous appelle sur ce genre d'entreprise, on met automatiquement le score de vigilance à 100 en disant bah, attention, l'entreprise est en sommeil et vous n'êtes pas censé bosser avec. Elle est en cesse. Parfois, les entreprises sont en sommeil, mais non légales. En gros, c'est des entreprises qui bossaient. Puis ensuite, ils vont arrêter de publier pendant un moment, sur un trou de publication. Là, en fait, elles sont en sommeil, mais pas légales. Là, on essaie de le détecter via d'autres features, notamment en disant bon, bah voilà, l'entreprise publiait avant, puis là, elle s'est arrêtée de publier. Voilà. Ou elles sont remises à publier d'un coup. Euh, mais sinon, quand l'entreprise est en sommeil, on se dit non, attention, vous n'êtes pas censé bosser avec, tout simplement. Et il y a une sous-question dans la question, en l'occurrence, sur l'exemple des TPE qui ne publient pas leur bilan. Donc, c'est toute l'information financière qui peut manquer. Alors, c'est vrai, bah, dans ces cas-là, il y aura pas d'information financière. Mm. Après, alors, il y a 2 choses. Donc, il y a tous les autres indicateurs qui sont non financiers. Comme je vous ai présenté avant, il n'y a pas que des indicateurs financiers. D'ailleurs, souvent, les indicateurs financiers, dans le cas des fraudes, on ne fait pas confiance. Là où dans la défaillance, on va vraiment analyser le bilan, le compte de résultat pour dire, bon, bah, là, l'entreprise va mal, risque d'aller mal. Dans un score de vigilance, on remet en question la véracité même du bilan. Donc, on va regarder le bilan, mais on va regarder plein d'autres indicateurs, notamment les événements légaux. C'est surtout ça, en fait, qui fait sortir les entreprises. Après, on peut regarder des éléments par rapport aux dirigeants, ses activités sur les réseaux sociaux, l'administration, plein de choses. Mais en effet, les informations financières vont manquer. Ensuite, deuxième élément, quand un client rentre euh, en partenariat avec une autre entreprise tierce, que ce soit en tant que fournisseur ou en tant que client, euh, bah, vous pouvez exiger son bilan normalement. Vous pouvez nous transmettre son bilan. Et nous, on l'intègre à nos bases, en fait, justement, pour faire tourner le score et vous en faire bénéficier. C'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps, même sur le score de défaillance. Une autre question sur les scores. Alors, il y a le score problématique que propose Elisphère depuis de nombreuses années sur le calcul de la probabilité de défaillance d'une entreprise. On parle bien d'un score distinct de celui du score de vigilance. Ce sont deux scores bien différents. Exactement, c'est différent, c'est complètement distinct. Il y en a un qui va vraiment détecter la défaillance de l'entreprise, donc est-ce que l'entreprise va faire faillite? Et là, c'est vraiment est-ce que l'entreprise est atypique, risque d'être une coquille vide ou pas. Sachant que toutes les coquilles vides qu'on a détectées, quand il y a bien un bilan, c'est toujours des beaux bilans. Un fraudeur, quand il fraude, il fait ses faux bilans, il fait des beaux bilans. Alors, sinon, c'est un très mauvais fraudeur. Voilà. Donc oui, c'est pareil. D'accord. Tu l'as abordé tout à l'heure, mais la question des réseaux sociaux, sont-ils exploités? Et Ouais. oui, comment? Alors, on sait qu'il y a pas mal d'acteurs qui le font aussi sur le marché. Nous, on commence petit à petit. Après, il faut faire très très attention à ce qu'on utilise sur les réseaux sociaux. Allez voir si l'entreprise a une page LinkedIn, par exemple, publiée dessus, etc. Pourquoi pas? Le problème, c'est que quand c'est des TPE, par exemple des petites boîtes dans le BTP ou dans le commerce de gros, ils n'ont pas forcément de page LinkedIn, etc. Donc là, ça ne sert pas à grand-chose. Et par contre, alors là, c'est plus d'un point de vue RGPD qui s'interdit. Récupérer, alors c'est possible que, je sais pas, un chef d'entreprise, une petite TPE, a une page LinkedIn mais personnelle. Utiliser ces informations-là dans ce cadre-là, c'est très, très, très réglementé. Donc, le problème, c'est pas la faisabilité, c'est le droit de le faire. C'est là qu'il faut y aller vraiment avec des pincettes. Alors, je sais qu'il y a des entreprises qui vont voilà, en disant on y va, on s'en fiche. Nous, chez l'ISPAR, là-dessus, on essaie d'être très compliant. Donc, on y va petit à petit. Voilà, donc c'est des choses qui sont en cours.
Il y a pas mal de choses qu'on voulait faire et on nous a juste interdit, on n'a pas le droit. Donc, c'est réglementaire. Et heureusement que c'est là, en fait. C'est là pour nous protéger. Donc, Et tous les acteurs, d'ailleurs. exactement. Voilà. Autre question pour l'un ou pour l'autre, concernant la disponibilité du score de vigilance sur la plateforme d'information EliPro. Est-il disponible et y a-t-il des éléments explicatifs à disposition sur la plateforme EliPro? Alors, pour l'instant, notre score de vigilance n'est pas directement dans EliPro. Donc, je vous invite à vous rapprocher de vos commerciaux, de nos commerciaux, euh, pour, euh, pour l'intégrer dans votre système, sachant on va l'adapter à votre métier spécifiquement. Je reviens juste sur parce que dans la question, il y avait une question à la fin. Pour compléter, est-ce que les éléments explicatifs du score de vigilance sont-ils mis à disposition? Oui, qu'on donne le score de vigilance, on donne les indicateurs avec. L'idée, c'est que vous vous dites, ah bah, tiens, là, le score est élevé, vous commencez à regarder le dossier et puis on vous donne les pistes sur lesquelles partir pour commencer à enquêter de votre côté, si vous voulez regarder par vous-même, bien sûr. Ça, à partir du moment où le client prend le score de Ah bah, vigilance. bien sûr, oui, bien sûr. Une autre question, le poste sous-traitance est-il pris en considération et ainsi que l'effectif au regard des résultats des sociétés, avec un comparatif finalement de ces trois indicateurs? Alors, l'effectif au regard des résultats de la société, oui, plus le secteur d'activité. Parce que vous pouvez avoir des très petites structures qui font de très gros chiffres d'affaires, mais c'est normal, ils sont petits, enfin, ça peut arriver. Par contre, le poste sous-traitance, aujourd'hui, on ne le regarde pas. Alors après, on a aussi une backlog d'indicateurs, en fait, qu'on est en train de voir, d'agrémenter petit à petit. Backlog d'indicateurs à créer, là c'est là. Donc ça pourrait en faire partie. Là, tout de suite, dans le score de genre tel qu'il est mis en prod et tel qu'on vous le propose, là, non, aujourd'hui, non. Mais ça pourrait venir demain si on estime que c'est pertinent à voir. Bien. Je rajouterai juste un petit élément. Parfois, on se rend compte aussi que certains indicateurs sont pertinents pour certains de nos clients par rapport à leur secteur d'activité, et du coup par rapport à leurs clients, à leurs fournisseurs à eux, et pas forcément pour d'autres. Donc en fait, qu'on l'ajoute, si vous voulez, on a, alors là je parle vraiment pour Elisphère, et non pas d'un score de vigilance de manière générique, on a le score de vigilance de base, donc c'est vraiment celui-là. Et ensuite, on peut aussi personnaliser et faire des scores sur mesure personnalisés de vigilance pour nos clients quand c'est nécessaire. Et dans ce cadre-là, bien sûr, c'est un peu qu'on pourrait rajouter pour un client s'il en a besoin, bien sûr. Je ne vois plus de nouvelles questions arriver. Edouard, peut-être un mot de la fin, non? T'es dit? Je ne pense plus qu'il y ait de questions. Dans ce cas, nous allons mettre un point final à ce webinaire. Si, une nouvelle question qui vient juste d'arriver. Le score de vigilance impacte-t-il le score de défaillance? Alors, oui et non. Il n'y aura pas d'impact direct, d'accord? Par contre, quand le score de vigilance détecte une entreprise qui est atypique, il faut une vérification humaine. Quand il y a une vérification humaine, que ce soit chez nous ou vers remontée client, et dans tous les cas, on revérifie nous, on peut suspendre le score Elisphère. Donc, le score Elisphère passe à susp. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a un impact. Mais on ne va jamais dire, ce sirène-là, le score de vigilance est très élevé, à 100 par exemple. Tout de suite, le score de défaillance est modifié en accord. Donc, il peut y avoir une modification, donc il peut y avoir un impact post-vérification manuelle, mais pas en automatique. Très bien. Cette fois-ci, je pense que nous sommes au bout. Toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire organisé avec notre partenaire Option Finance. Bien sûr, Édouard Elie et Dino-Jean Cartier-Jésus se tiennent à votre disposition. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir y répondre. Il est toujours temps de poser vos questions, même après le webinaire. Nous vous donnons rendez-vous donc pour un prochain événement très bientôt et nous souhaitons à toutes et à tous une très bonne journée. Au revoir et merci encore. Au revoir.